Bonjour à tous qui est en présentiel et aussi à toutes les personnes qui sont venues nous voir en distanciel. Bienvenue à cette restitution des étudiants gestion des milieux naturels d'AgroParisTech. Donc, on est une formation d'ingénieurs qui se spécialise du coup en gestion des milieux naturels et on fonctionne principalement sur la base de projets tout au long de l'année, donc ils sont commandités par différentes structures publiques ou privées. Et donc, cette fois-ci, on a été contacté pour le module changement climatique et ressources naturelles par le PNR des Pyrénées ariégeoises pour effectuer une étude de vulnérabilité sur leurs forêts. Donc, je vais vous présenter rapidement le contexte dans lequel s'est effectué ce projet. Et ensuite, on va aborder les 5 grandes thématiques qui ont été au cœur de nos 5 dernières semaines. Donc, la première sur la caractérisation et la cartographie de l'évolution du stock d'eau dans le sol. La deuxième sur l'évaluation d'images satellitaires pour suivre l'évolution de la santé des peuplements. Le troisième pour la détermination des facteurs liés au dépérissement des essences principales de production sur le parc. Le troisième qui était une thématique sur la cartographie du risque incendie et les outils qui peuvent être mis en place. Et le cinquième, une réflexion générale sur la mise au point d'une méthode pour l'adaptation des forêts et des conseils de gestion. Donc tout d'abord, ce projet s'est effectué sur 5 semaines sur le parc naturel régional des Pyrénées ariégeoises. Donc on allait visiter le parc pendant une semaine. On a pu voir les forêts locales et rencontrer différents acteurs. Donc le PNR, il s'étend sur 138 communes, 2465 km². Et 55% de ce territoire en fait, est couvert par la forêt avec une majorité de feuillus. Et ce qui fait que l'enjeu forêt en fait, est vraiment extrêmement important dans ce territoire et qui est en plus très proche du bassin méditerranéen, qui on sait est une zone très sensible pour le changement climatique. Le parc fait aussi partie du projet Life Artisan qui est coordonné avec l'OFB. Donc sur les 10 sites pilotes qui existent en France, c'est le seul site qui a une problématique centrée sur la forêt et donc sur comment justement adapter la forêt en se basant sur des solutions fondées sur la nature, qui est le cœur des projets Ardisson, c'est les solutions fondées sur la nature. Donc on va vous présenter du coup les différents sujets sur lesquels nous avons travaillé au cours de ces dernières semaines et à chaque fois on aura une présentation du sujet et ensuite un temps de questions pour que vous puissiez, vous n'ayez pas à tout retenir en fait. Donc on fera voilà, un enchaînement de sujets et de questions pour que vous puissiez être dans le sujet et avoir les questions sur le moment. Je vais laisser la parole maintenant aux étudiants du premier groupe qui ont travaillé sur le stock d'eau du sol et qui vont vous présenter leur travail. Du coup, nous, on a travaillé donc sur le sujet de caractérisation et de cartographie de l'évolution du stock d'eau dans le sol disponible pour les plantes, dans un contexte de changement climatique. Tout d'abord, on va voir pourquoi on s'est intéressé à la disponibilité en eau pour les plantes. Donc c'est parce que c'est un facteur majeur de la croissance pour les essences, mais aussi un facteur majeur pour la bonne santé des peuplements. Donc c'est surtout ça qui va nous intéresser. Et dans le contexte ariégeois, donc on a pu voir qu'il y avait très peu de dépérissement. Donc on va essayer d'expliquer pourquoi il y a un faible dépérissement en Ariège. On a posé 2 hypothèses qui tentent de répondre à cette question. La première, c'est qu'il y aurait encore peu d'effets du changement climatique en Ariège. Et la seconde, c'est que les essences ont réussi à s'adapter à ce changement climatique. Donc, pour essayer de répondre à ces questions, on a utilisé plusieurs variables liées au climat et au sol, et aussi différents outils de calcul, de modélisation et de cartographie pour essayer de répondre à cette question. On a d'abord étudié l'évolution passée et ensuite on a essayé de voir comment allait évoluer la situation dans le futur pour spatialiser les zones qui seront prioritaires et qui seront donc les plus touchées par le changement climatique. Donc d'abord sur la partie du coup contraintes climatiques, donc nous on s'est intéressé à la période de 1961-2020 pour lesquelles du coup on avait des données météo. Donc là, en premier, on s'est intéressé à la température moyenne avec le premier graphique, c'est un graphique d'anomalie. Par rapport à la moyenne sur la période 1961-2020. Ça nous a permis, donc ce graphique et nos études parallèles, de voir qu'à partir de 1987, on avait vraiment un pivot et de forte augmentation de la température qui marquait vraiment
un seuil important. C'est assez corrélé au seuil qui est national, qui est autour de 1985. On a pu voir qu'entre la période 61-86 et la période 87-2020, on a eu une augmentation de 1,25 degrés. Et on s'est aussi intéressé du coup à la comparaison entre l'Ariège et les Vosges. Donc en Ariège, c'est des données météo de la station de Saint-Giron. Et dans les Vosges, c'est la station d'Épinal. Et là, on a pu voir que la température moyenne est en moyenne différente de 6,89 degrés entre les deux villes. Donc là, c'est un peu le même principe. On a fait les mêmes études pour la température maximale et le même constat. On a fait le même constat. Du coup, le graphique se ressemble beaucoup. Là, pour le coup, on a une augmentation qui est encore un peu supérieure. Tout à l'heure, c'était 1,25 pour la température moyenne. Là, c'est 1,31 degrés. Et par contre, pour les températures maximales, donc pour la différence entre Saint-Giron et Épinal, la différence est un peu plus faible. Tout à l'heure, c'était 6,89 et là, c'est 3,29 degrés. Et enfin, on s'est intéressé aux précipitations. Cette fois-ci, on n'a pas de tendance qui se dégage, on n'a pas de baisse ou d'augmentation visible des précipitations entre 61 et 2020. Ça reste assez stable et même c'est assez stable aussi au cours de l'année, y compris pendant les mois d'été les plus secs. On a pu voir qu'au mois de juillet, qui est le mois en moyenne le plus sec, on a quand même 58 mm qui tombent par mois. Et cette fois-ci, pareil, pour les précipitations, c'est pas exactement la même chose que pour les températures. On a moins de différence entre les deux zones, mais on a quand même un peu plus de précipitations à Saint-Giron avec 57 mm de plus. Et donc pour conclure sur cette partie, donc on a vu que les précipitations sont importantes toute l'année et assez stables depuis 1961. La contrainte hydrique, du coup, est encore assez faible et on peut penser qu'il n'y a pas trop d'impact pour l'instant du changement climatique. Il faudra voir si ça se confirme en étudiant le bilan hydrique édaphique dans les parties suivantes. Et on peut aussi penser que la végétation ne s'est pas beaucoup adaptée à la sécheresse vu qu'il n'y a pas encore eu de forts épisodes de sécheresse qui sont subvenus. Pour les températures, donc on a quand même déjà une forte augmentation de la température. Donc on peut se demander si les essences se sont adaptées à ce stress thermique qui est déjà présent depuis un petit moment. Et donc on a une contrainte thermique qui est en hausse, donc il faudra voir comment ça évolue par le futur. Il faut quand même faire attention donc, aux conclusions qu'on a tirées parce que c'est juste à partir de météo. Donc c'est pas forcément représentatif de toute la zone. Donc après s'être intéressé au climat, on s'est intéressé à l'eau qu'il pouvait y avoir dans le sol. Et ce qu'on a commencé par faire, c'est de calculer la réserve utile maximale du sol et d'essayer de la cartographier. Donc cette réserve utile maximale, c'est la quantité maximale d'eau que peut contenir le sol. Et donc pour la calculer, on a récupéré les données de l'inventaire forestier national, les données de sol, et du coup on leur a appliqué une formule qui prend en compte du coup la texture et la profondeur des différents horizons. Et avec ça, on obtient 1880 valeurs de réserve utile maximale sur l'ensemble du territoire. Une fois qu'on a ces données ponctuelles, l'objectif, c'est de passer en information surfacique, donc d'avoir des données des prédictions pour l'ensemble des points du territoire. Donc dans un premier temps, ce qu'on a voulu faire, c'est une modélisation en fonction des données des autres variables environnementales, donc que ce soit des variables topographiques, climatiques ou des variables géologiques, mais la puissance statistique du modèle qu'on obtenait n'était pas suffisante et satisfaisante. Et du coup, on s'est rabattu sur une technique un peu plus classique de l'interpolation par crigeage. Et le principe de cette interpolation, c'est que chaque pixel de la carte finale est obtenu en fonction des valeurs des points. Ça a été possible parce qu'on a une grosse densité d'échantillonnage sur la zone d'étude. Et donc, ça permet de limiter les incertitudes sur l'ensemble de la zone. À noter que cette densité, elle est légèrement différente en fonction des zones, notamment en haute montagne et globalement dans toutes les zones non forestières. Notre carte perd de sa validité. Donc, il faut la restreindre aux zones forestières. Et donc, sur la carte qu'on obtient, on peut observer quand même un gradient nord-sud, donc qui correspond aussi à un gradient d'altitude, avec des réserves utiles plus importantes au nord sur la plaine et dans le Couserans,
et des altitudes des réserves utiles maximales, pardon, plus faibles en altitude dès qu'on augmente en altitude avec la pente. Donc après, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris cette réserve utile maximale, on a pris aussi les données climatiques, donc les précipitations, les températures et les rayonnements solaires pour calculer le bilan hydrique climatique. Et avec ces deux types de données, on a calculé le bilan hydrique édaphique, c'est-à-dire le bilan en eau du sol. Ce bilan hydrique édaphique, on a utilisé deux indicateurs pour l'approcher. Donc c'est la réserve utile, qui correspond au taux de remplissage de la réserve utile maximale, et le déficit d'évaporation, qui est un indicateur de stress hydrique dont on va détailler un peu plus pour la suite. Bonjour, donc oui, on va s'intéresser nous justement à l'évolution temporelle du déficit d'évapotranspiration premièrement. Donc le déficit d'évapotranspiration, donc comme Marius l'a dit, nous on va s'en servir pour approximer justement le bilan hydrique édaphique, puisque c'est bien corrélé au stress hydrique. Donc c'est défini comme c'est écrit sur cette formule, donc c'est l'évapotranspiration potentielle qui correspond à l'évapotranspiration de la végétation dans les conditions optimales, donc quand on a la réserve utile maximale, à laquelle on soustrait justement l'évapotranspiration réelle, donc qui est l'évapotranspiration dans les conditions réelles. Donc on a estimé ça grâce à la base de données Digitalis, principalement pour l'ETP, donc on a récupéré des rasters d'ETP. Et dans le cas de l'ETR, on a calculé ça à partir de justement des données de bilan hydrique climatique, des précipitations et des rhumes qu'on venait de calculer justement par krigage juste avant. Donc on a abouti après... pardon, il manque une diapositive. Il manque une diapositive qu'on vous rajoutera à la fin. Normalement, on vous présentait donc l'évolution temporelle, donc en fonction du temps, de nos deux périodes. Justement, la période de 1961-1986 et la période de 87-2020. Donc, on peut voir que sur cette courbe-là, il n'y a vraiment pas de grande tendance. Il y a des hauts et des bas et pas vraiment de tendance qui se dégage de cette courbe. Mais on a quand même une moyenne entre chaque période qui est différente, avec une différence d'environ 4 mm, donc une différence qu'on va retrouver après dans nos anomalies. Et du coup, en comparaison, il y avait le travail qui avait été fait l'année dernière dans les Vosges, avec justement, là, on voyait que la différence entre les deux périodes, on passait de 25 à 50 mm, donc on doublait le déficit, alors que nous, on a seulement 4 mm et sur à peu près 50 mm, donc qui représente une évolution négative, mais bien moins importante que dans certaines autres régions. Donc après avoir fait l'évolution temporelle, on s'est intéressé donc à l'évolution spatiale. Donc cette carte représente donc le déficit hydrique sur la période estivale entre 87 et 2020. Donc on a pris les périodes estivales parce qu'on a remarqué qu'on avait 99% du déficit hydrique qui avait lieu durant cette période, donc juin, juillet, août, septembre. Donc on peut voir qu'on a justement des déficits qui vont jusqu'à à peu près 80 mm sur certaines zones, donc principalement en plaine, avec une moyenne de 56 mm sur l'ensemble de la zone, contre 58 à l'échelle nationale, mais ça remet dans un contexte plus global puisque les distributions sont totalement différentes. Donc on retrouve ici le gradient nord-sud dont Marius parlait, avec justement des déficits d'évapotranspiration beaucoup plus importants en plaine et beaucoup moins en altitude. Donc voilà. On remarque aussi des effets de versant. Donc vous voyez pas mon curseur, donc ça sert à rien que je vous montre, mais sur certaines zones, on voit justement que le versant exposé au nord a des réserves utiles qui sont plus importantes que celui qui est exposé au sud. On observe aussi justement, on peut deviner un gradient est-ouest avec des effets, des déficits d'évapotranspiration plus importants à l'est, alors qu'on est à altitude égale. Donc, vous pouvez se poser comme hypothèse que c'est un effet de proximité avec le bassin méditerranéen. Pour continuer ce travail et pour ce coup-ci faire les évolutions spatiales, on a réalisé donc des cartes de différence entre la période 87-2020 et la période 61-86.
Donc un déficit positif indique que notre déficit a augmenté. Donc la différence positive indique que notre déficit a augmenté entre les deux périodes. Et on remarque que du coup, de moyenne générale, on retrouve notre 4 mm de différence d'anomalie dont on avait parlé avant, avec justement, comme précédemment, une grosse augmentation de déficit dans les zones de plaine. Et principalement dans les zones qui étaient déjà justement où le déficit était déjà le plus important. Et pareil, comme je l'ai dit précédemment, donc l'augmentation du déficit hydrique ici est relativement faible comparée à d'autres zones, donc comme la vallée de Dolleur dans les Vosges. Et ce coup-ci, on retrouve un gradient est-ouest qui est très important, avec justement à l'ouest des évolutions qui restent à peu près proches de zéro. Et voilà, alors que l'inverse, à l'ouest, des valeurs qui justement des grosses augmentations de déficit, alors qu'à l'est, on reste sur des valeurs plutôt stables. Et donc, c'est pareil, on peut essayer de poser l'hypothèse que on a une diminution ou une atténuation des apports en pluviométrie qui viennent de l'Atlantique. Donc, on pourrait expliquer, je ne sais pas comment, mais ça pourrait être une piste à creuser pour essayer d'expliquer cette grosse chute de déficit, cette augmentation de déficit plutôt. Et on peut aussi parler des incertitudes dans notre cas, puisque, comme disait Marius, on a les zones de haute montagne qui ont tendance à approximer. Au niveau des données climatiques, on a aussi que quelques postes, donc on a exactement le même problème. Donc les zones de haute montagne ont tendance à être plus interpolées et les résultats moins fiables que ceux des plaines. Donc voilà. Et donc maintenant, on va s'intéresser aux prédictions futures. Donc la question qui se pose maintenant, c'est qu'en est-il de l'avenir? Donc pour répondre à cette question, on a fait des prédictions de l'évolution future de la disponibilité en eau. Et donc pour ça, on s'est aidé des données du GIEC. Donc déjà, les données du GIEC, comment ça marche? Il y a deux choses qui sont importantes à comprendre, c'est qu'on a à la fois des scénarios et des modèles. Donc les scénarios, ça correspond à comment va évoluer la société dans le futur. Est-ce qu'on va avoir un développement plus ou moins durable? Et du coup, est-ce qu'on va beaucoup émettre de gaz à effet de serre? Et donc, est-ce qu'on va avoir un réchauffement global très fort ou pas? Et après, on a aussi des modèles qui sont mathématiquement comment est-ce qu'on va modéliser tout ça, sachant qu'aucun modèle n'est parfait. Et donc, pour un même scénario, on va avoir plusieurs modèles qui ne vont pas donner exactement les mêmes prédictions de précipitation, température pour le même endroit. Donc, nous, on a dû choisir à la fois un scénario et un modèle. Pour ça, on s'est basé sur des travaux qui existaient déjà à l'échelle de la France. Et donc, on a pris un scénario qui est censé être optimiste de plus de 2 degrés Celsius à l'horizon 2100, aussi décrit avec un modèle qui est lui-même optimiste. Et à l'inverse, on a aussi pris un scénario pessimiste de plus 4 degrés Celsius à l'horizon 2100, qui est aussi décrit avec un modèle pessimiste. Donc, comme ça, l'idée, c'est vraiment d'avoir le pire et le meilleur et de brasser vraiment au plus large l'éventail des possibles. Après, on a appliqué exactement la même méthode que pour l'étude du passé, et du coup, on a les mêmes données en sortie. Et notamment, on s'est essentiellement penché sur le déficit d'évapotranspiration, comme c'est déjà celui qu'on a étudié pour le passé. Ça nous donne un peu une comparaison. Donc, les résultats. Déjà, ici, là, c'est le cas du scénario optimiste avec un modèle optimiste. Et ce qu'on trouve, c'est un déficit estival, un déficit d'évapotranspiration estival moyen de 48 mm, ce qui est à peu près celui qu'on a en fait aujourd'hui. Ce que vous voyez sur la carte, c'est on a fait la différence entre nos prédictions et la période 1987-2020, donc à peu près aujourd'hui. Et ce que vous voyez, c'est des valeurs légèrement négatives au niveau des montagnes, ce qui correspond au fait qu'en fait, on a même une prédiction où le déficit d'évapotranspiration diminue un peu dans les montagnes, et en plaine, qu'à peu près les valeurs actuelles, donc on est autour de 0. Après, du coup, ça correspond quand même à la prédiction la plus optimiste avec le modèle le plus optimiste. Donc, du coup, on n'aurait pas trop de variations de stress hydrique par rapport à aujourd'hui. Et ça, c'est la deuxième prédiction. Donc, cette fois-ci, c'est l'inverse. Donc, on n'a pas du tout la même chose. On a le modèle pessimiste avec le scénario pessimiste. Et alors là, on a un déficit d'évapotranspiration estival moyen de 107 mm, ce qui est pratiquement 2 fois ce qu'on a aujourd'hui. Ce que vous voyez sur la carte, c'est toujours à peu près ce même effet en fait, les déficits d'évapotranspiration sont plus marqués en plaine et un peu moins forts en montagne. Et ce qu'on voit aussi, c'est qu'on a une réserve utile estivale moyenne de 0,6 mm. Donc, en fait, on a des réserves utiles qui sont pratiquement à sec sur l'essentiel du PNR pendant tout l'été. Donc, c'est quand même un scénario où, pour le coup, on aurait énormément de stress hydrique. La question, c'est qu'est-ce qu'on fait du coup de ces deux résultats qui sont quand même très différents?
En fait, ce qu'il faut voir, c'est que là, on a vraiment brassé le plus large éventail des possibles un peu que nous, on pouvait modéliser. Et il y a quand même des chances pour que la vérité soit un peu entre les deux, parce que c'est pas évident qu'on arrive à une borne ou à un autre. En fait, notamment dans le cas optimiste, bon, déjà, on a pris un scénario optimiste, parce que plus de degrés Celsius à l'horizon 2100, c'est très optimiste, parce qu'on les a pratiquement atteints aujourd'hui. Donc déjà, le scénario n'est pas évident. Et même sans ça, en fait, c'est un modèle qui est optimiste. C'est-à-dire que si on avait utilisé tous les modèles qui existent, on aurait probablement trouvé des stress hydriques plus importants. Ce modèle-là, il a tendance à sous-estimer le stress hydrique. Donc en fait, il y a peu de chances, même si on a plus de degrés Celsius, qu'on ait aussi peu de stress hydrique. À l'inverse, ça veut aussi dire que bon, le plus 4 degrés Celsius dans le cas pessimiste, malheureusement, il reste encore très plausible. Par contre, même si ça se produit, là, on a un modèle qui est pessimiste, qui a tendance à surestimer le stress hydrique. Donc, même si on a plus 4 degrés Celsius, d'autres modèles nous donneraient a priori des stress hydriques qui seraient moins importants. Donc, on peut pas. En fait, si on voulait vraiment réduire le faisceau des possibles, il faudrait faire tourner plein d'autres scénarios avec plein d'autres modèles, faire des écart-types, et là, on aurait quelque chose de vraiment plus précis. Là, c'est vraiment le plus large éventail possible. Après, nous, les interprétations quand même qu'on tire, c'est que on peut quand même tabler sur une augmentation du stress hydrique à l'avenir, parce que il y a quand même de fortes chances pour que la situation se trouve quelque part entre les deux. Ah oui, je vais pas préciser, mais tout ça, c'est des prédictions sur 2081-2100, parce que c'est la période qu'on puisse prédire et où les effets du changement climatique sont le plus marqués. Donc, la conclusion de toute notre partie, qu'est-ce qu'on peut tirer de tout ça? Déjà, aujourd'hui et par le passé, on a des températures qui sont élevées et qui sont en augmentation. Malgré tout, on a des précipitations qui sont fortes et stables. Et en fait, cet effet précipitation, aujourd'hui, il compense les effets température. Et on a une augmentation du stress hydrique qui est assez faible dans le PNR comparé à ce qu'on peut observer dans le reste de la France, par endroit. Et nous, ce qu'on pense vraiment, c'est que le faible dépérissement du PNR, comparé toujours à ce qu'on peut observer dans le reste de la France, notamment les Vosges, il est lié à ce stress hydrique qui est vraiment faible. Après, ça pose aussi du coup vraiment la question de l'avenir, parce que ce qu'on trouve quand même, c'est qu'à l'inverse, on a un stress hydrique qui n'est pas encore vraiment présent. On a un effet réchauffement climatique qui n'est pas encore vraiment là, mais qui va probablement arriver avec un stress hydrique qui est probablement amené quand même à vraiment augmenter. Et du coup, nous, on s'attend quand même à avoir un impact probable sur le dépérissement, puisqu'on pense qu'aujourd'hui, le faible dépérissement, il est beaucoup lié justement au stress hydrique qui est encore faible. Après, voilà, ça, c'est l'approche du groupe qui a travaillé sur la partie en eau, sur le dépérissement. Et il y a d'autres groupes qui vont pouvoir vous apporter aussi d'autres approches sur le dépérissement. Voilà. Du coup, je ne sais pas s'il y a des questions qui pop comme ça. C'est un peu l'occasion, comme ça vient juste de vous être présenté, comme après, il y a d'autres groupes qui vont se présenter. Voilà. On a une question dans le public. Oui, merci. Une des tendances fortes et potentiellement impactantes qui était annoncée pour les Pyrénées, c'était la baisse rapide des précipitations neigeuses. Est-ce que vous avez regardé ça? On n'a pas regardé, nous, la question des précipitations neigeuses. Non, je comprends. Après, on peut faire l'hypothèse que s'il y a une baisse des précipitations neigeuses, ça risque de décaler l'apport en eau dans le temps plus vers l'hiver, du coup, puisque les précipitations seraient sûrement sous forme de pluie, et donc amener des déficits hydriques plus importants au début d'été, voire même printemps, dans le futur. Absolument. On n'a pas modélisé tout ça, Mais c'est aussi un effet à prendre en compte. Mais qui va plutôt, du coup, dans le sens de ce qu'on a trouvé aussi. C'est ça. J'ai une petite question, remarque. Donc, si j'ai bien compris tout ce que vous montriez, on n'a pas un stress hydrique très fort actuellement, mais quand on comparait les tendances, notamment avec le nord-est de la France, les courbes avec Épinal, vous voyez que dans la région d'Épinal, il y avait une augmentation du stress qui était forte sur les dernières années et qu'on voit apparemment pas chez vous non plus. Donc, en termes de différentiel sur un pas de temps, vous ne confirmez pas ce qu'on va dire, mais la situation est assez différente entre le nord-est et les Pyrénées, puisqu'on voyait même qu'il y avait presque une augmentation, pas cette année, mais les années précédentes. Ça, c'est la première chose. Est-ce que c'est bien ça que vous voyez? Et la deuxième chose, quand on regarde l'évolution spatiale des déficits d'évaporation en eau, on a l'impression que c'est la partie ouest. Bon, c'est ce que vous montrez sur la carte, la partie ouest, ça baisse, et sur la partie est, ça baisse moins. Vu qu'il y a un gradient important ouest-est, ça voudrait dire que c'est les zones qui sont les plus arrosées où ça pourrait diminuer le plus, parce que la température, l'augmentation de la température est absolument constante à cette échelle-là. Donc, est-ce que ça voudrait sous-entendre que ces arrivées de perturbations atlantiques qui apportent beaucoup d'humidité sur le site
sont en phase de diminution ou pas? Est-ce qu'on peut extrapoler ça? Sur les courbes des évolutions temporelles, c'est exactement ce qu'on voyait. Il n'y a pas d'augmentation entre les deux périodes il y a une tendance à l'augmentation, puis ça diminue, puis ça augmente. Enfin, s'il n'y a vraiment pas de tendance globale. Ok, pardon. Concernant les évolutions spatiales, oui, c'est ce qu'on peut supposer et poser comme hypothèse qu'on aurait une diminution de l'effet atlantique justement et une diminution de la pluviométrie dans ces zones-là. Après, je trouve ça trop ambitieux pour que nous on puisse dire que c'est dû à ça principalement, mais ça peut être une piste à creuser pour la suite. Du coup, est-ce que vous voyez des différences de pluviométrie là, entre la partie ouest et la partie est? Sur les cartes, oui, on a une diminution de la pluviométrie sur notre cartographie. Après, la cause, voilà. Mais on a une diminution de la pluviométrie sur ces zones-là aussi qui correspondent. Et par rapport à la première partie de la question, on l'a pas montré, mais effectivement, on a zoomé aussi sur les dernières années, puisque les plus forts dépérissements qu'on peut observer ailleurs, notamment dans les Vosges, c'est sur les dernières années. Effectivement, on n'a pas les mêmes tendances, ou autant dans les Vosges, dans une situation où on a vraiment beaucoup d'effets sécheresse vraiment liés aux dernières années, qu'on ne retrouve pas du tout en Ariège. Si j'ai bien suivi, vous avez dans les effets de versant, vous observiez une plus forte réserve utile en versant nord et une plus faible en versant sud, Ouais. C'est ça? Et est-ce que... Ah oui, enfin. Alors, c'est la réserve utile ou c'est le déficit? C'était sur le déficit qu'on D'accord. voyait bien sur les cartographies. Donc c'est climatique, c'est ça, c'est pour ça qu'on Climatique et édaphique, vu que le déficit inclut les deux. Après, on pourrait relier ça justement plus à des facteurs climatiques, plus qu'on pourrait relier ça à l'exposition et à des radiations. Donc, D'accord. plus aux facteurs climatiques. Ouais. Je n'ai pas bien capté, merci. J'allais dire. Est-ce que dans le calcul de l'ETPR réel, il y a une variable liée à la nébulosité? Puisqu'en fait, l'été, on a beaucoup d'orages sur les Pyrénées et on a souvent des nuages qui font un ombrage. Est-ce que c'est pris en compte cette nébulosité qui réduit d'autant plus le bilan d'évapotranspiration? Et ben on avait la donnée, mais je crois que dans le calcul on la prend pas en compte la nébulosité. Elle est prise en compte. Ok, bah elle est prise en compte. Alors j'ai rien dit. Elle était prise en compte aussi dans le calcul. Du coup. Merci. Oui, ok. Ouais.